Ça sert à rien que l'autre vous apitoie sur son sort. Vous n'êtes pas en train de le sanctionner. C'est hors propos. Là, on va surtout essayer de faire un changement pour l'avenir. Et si l'autre vous dit oui, mais si je fais ça, c'est parce que, et j'ai raison de le faire, non. Non. Vous n'êtes pas dysfonctionnel parce que vous mourrez de l'intérieur, car vous vous privez de vos besoins. C'est normal. C'est normal. Le problème, c'est quand il y a une sorte de loi du silence implicite qui est posée sur ses comportements. Comme s'il avait le droit de faire de la merde, mais on n'a pas le droit de parler de sa merde et de lui mettre la tête dedans. Sortez du déni. Ouvrez les yeux. Dans votre relation, sur quelle chose avez-vous fait des compromis alors que vous n'étiez pas prêt à en faire et alors que ces compromis vous tuent de l'intérieur? Et c'est pour ça que plein de personnes qui se sont mises en couple sans avoir trouvé leur paix intérieure, lorsqu'elles se lancent dans une quête de paix intérieure, se séparent de leur conjoint parce qu'elles voient que leur paix intérieure n'est plus compatible. Aujourd'hui, nous allons voir 7 éléments ou 7 schémas qui, s'ils sont dans votre relation, indiqueront que celle-ci va être malsaine pour vous, et on va bien développer pour que vous en ressortiez plus ancré et plus riche en compréhension. Et aujourd'hui, on voit des signes qui sont vraiment atypiques, des choses qu'on partage pas dans toutes les vidéos. Les 2 premiers signes, ça va être des signes qui se passent en vous, donc comment analyser votre propre comportement pour en tirer des conclusions. Les signes suivants seront des signes à repérer chez l'autre, et le dernier signe est un peu particulier. Vous allez voir. C'est parti les amis, allons-y. Le premier signe qui va indiquer que votre relation n'est pas saine pour vous, et installez-vous bien, parce que cette vidéo, on va justement bien développer, donc c'est une vidéo qui va pas être très courte, justement, on est là pour bien prendre le temps, pour bien partager des compréhensions, donc prenez bien le temps d'écouter cette vidéo, soit la laisser tourner pendant que vous faites autre chose, comme ça vous optimisez votre temps, soit vous posez devant, c'est vous qui voyez. Bon, les amis, le premier signe, c'est si dès le début de votre relation, il y a des conflits récurrents. Je vois ça assez souvent en consultation, des gens qui viennent de se mettre en relation, ça fait genre 1 semaine, 2 semaines, et ils ont des conflits tous les 2 jours, ou tous les jours. Alors pourquoi c'est un signe d'une relation toxique s'il y a des conflits dans la relation? Donc pour moi, si dès le début il y a des conflits, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Clairement, on est d'accord, non? Vous aussi vous pensez la même chose, je pense, non? Si je parle de dès le début, pas dans une relation de couple, je sais pas moi, ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, il y a des conflits de temps en temps dans une période de crise, parce qu'il y a un sujet de discorde précis, bon. Pourquoi pas? Voilà, c'est pas pour ça qu'il faut mettre l'étiquette toxique sur la relation. Mais dès le début, pourquoi vous vous disputez? Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est le signe qu'il y a un des 2 partenaires, voire les 2, qui essaye de faire changer l'autre pour son plaisir ou pour sa survie. Et ça, ce n'est pas sain. Si vous essayez de faire changer l'autre pour votre plaisir, ça veut dire que l'autre n'est pas comme vous l'avez prévu, et vous lui mettez une sorte de pression, vous avez une attitude conflictuelle, pour l'amener à se soumettre à votre volonté. Et l'autre ne veut pas et oppose résistance, donc ça crée un conflit. Pour votre survie, c'est différent. C'est que l'autre a un comportement qui vous met en danger d'une certaine manière, au niveau de l'insécurité affective. Peut-être qu'il a un comportement qui est toxique, et que vous essayez de le faire changer, de lui faire comprendre les choses. Vous argumentez pour lui amener à avoir des prises de conscience, pour qu'il change, voilà, tout simplement. Et le fait de vouloir faire changer quelqu'un, ça crée forcément des conflits, ça crée une relation toxique. C'est pas la même chose de vouloir faire changer quelqu'un que juste de prendre des informations. Prendre des informations, c'est, on va dire à l'autre, telle chose que tu fais me crée tel sentiment désagréable, es-tu d'accord pour changer? Oui ou non? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce que ça génère en toi? Et si oui, quel changement vas-tu faire? Et en fonction de la réponse de l'autre, vous avisez. Est-ce que vous restez en couple ou est-ce que vous le quittez? Et peut-être qu'en écoutant ma vidéo, vous vous dites « Oui, mais c'est bien joli de dire ça, mais bon, on va pas quitter les gens aussi facilement. » Bah, c'est vous qui choisissez, les amis. C'est vous qui choisissez si vous allez vous contorsionner pour vous adapter à une relation qui, dès le début, vous convient pas, ou si vous allez vous dire « Ok, pour l'instant, il me convient pas, on va arrêter là. » C'est le début de la relation. Donc là, on parle vraiment de cueillir la relation au début. Au début, c'est beaucoup plus facile. Et si vous vous attachez à la personne en 2 jours de discussion, il y a peut-être un truc à travailler à l'intérieur de vous pour travailler votre mécanisme d'attachement. Parce que si vous vous attachez automatiquement dès que quelqu'un vous dit des messages gentils au bout de 2 jours, et que vous n'arrivez plus à vous en défaire, et que vous êtes lié, glué à lui dès le début, il y a peut-être une sorte de trouble au niveau de l'attachement, de votre côté, probablement, que vous pouvez travailler pour votre propre confort, bien entendu. Après, c'est le signe qui est le plus ambigu, celui-là, parce que c'est pas forcément le signe d'une grande toxicité dans la relation non plus, mais pour moi, si vous voyez des conflits dès le début, restez vigilant pour repérer les 6 prochains signes que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, le signe numéro 2, c'est que la relation est toxique si vous faites des compromis par rapport à des problèmes face auxquels vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes tous prêts à faire des compromis, et des choses sur lesquelles nous ne sommes pas prêts à faire des compromis. Et c'est propre à chacun d'entre nous. Par exemple, je sais que je suis pas prêt à faire des compromis pour un logement bruyant.
Donc par exemple, si j'étais avec une compagne qui faisait du bruit toute la nuit, qui jouait aux jeux vidéo, qui regardait la télé toute la nuit, et que je l'entendais depuis là où je dors, je serais pas prêt à faire de compromis là-dessus, admettons. Parce que le bruit, c'est vital pour moi. J'arrive pas, quand je suis dans un logement bruyant, avec du bruit récurrent à répétition, c'est un truc que je peux pas. Donc voilà, par exemple. C'est juste un exemple que je vous donne. Mais vous, il y a d'autres trucs sur lesquels vous n'êtes pas prêt à faire de compromis. Ça veut dire que si vous essayez de vous adapter, sur le court terme, peut-être que vous avez l'impression que c'est ok, mais plus le temps passe, plus vous avez l'impression de mourir de l'intérieur ou d'exploser de l'intérieur. Il y a des personnes, c'est pas de sexe. Si vous avez un partenaire qui est avare affectif et qui aime pas faire l'amour, et que c'est quelque chose qui est important pour vous dans votre relation de couple, que si vous vous mettez en couple, c'est pour ça, entre autres, si vous faites un compromis là-dessus parce que vous aimez l'autre, bah, vous allez vous sentir mal et vous sentir frustré. C'est pareil pour les personnes qui ont besoin de contact social, des personnes qui sont extraverties et qui se recherchent dans le contact social. Si leur partenaire de couple leur demande de s'isoler, bah ça va pas marcher du tout. D'ailleurs, s'isoler en couple, c'est pas une bonne chose dans tous les cas. Ou si votre conjoint ou votre conjointe toxique vous influence à renoncer à vos rêves les plus chers, eh bien ça ne vous fera pas de bien non plus et vous allez avoir l'impression de dépérir de l'intérieur. Le couple, c'est pas censé être un truc qui vous retranche des choses, un truc horrible que vous subissez, là faut sortir de ces schémas. Les couleurs de votre vie ne sont pas censées s'effacer parce que vous commencez une relation avec quelqu'un. C'est important, les amis. Et le problème, si vous faites ça, c'est que vous êtes dans une sorte de déni. Vous vous dites, oui, je pourrais m'adapter, mais vous dépérissez, et vous remarquez pas que vous dépérissez. Vous avez l'impression que c'est vous qui avez un problème de dépérir, que vous êtes dysfonctionnel parce que vous vous privez de vos besoins, et que vous mourrez de l'intérieur pour ça. Non, vous n'êtes pas dysfonctionnel parce que vous mourrez de l'intérieur, car vous vous privez de vos besoins. C'est normal. C'est normal. Donc, mon conseil, c'est sortez du déni, ouvrez les yeux. Dans votre relation, sur quelle chose avez-vous fait des compromis alors que vous n'étiez pas prêt à en faire et alors que ces compromis vous tuent de l'intérieur? Et ensuite, arrêtez d'en faire et voyez si votre relation survit ou non. Mais c'est mon mot d'ordre, c'est important. D'où l'importance de bien vous connaître, parce que si vous savez quels sont vos besoins et comment vous trouvez votre équilibre, vous ne ferez pas de compromis sur les choses qui vous sont vraiment nécessaires pour maintenir votre équilibre. C'est pour ça que c'est important que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, il faut apprendre à vous connaître dans la vie, les amis. À connaître comment vous créez votre équilibre, votre joie, votre paix intérieure. Et c'est pour ça que plein de personnes qui se sont mises en couple sans avoir trouvé leur paix intérieure, lorsqu'elles se lancent dans une quête de paix intérieure, se séparent de leur conjoint parce qu'elles voient que leur paix intérieure n'est plus compatible avec le couple avec ce conjoint ou avec le couple tout court. Mais c'est aussi possible que vous vous soyez mis en couple sans bien vous connaître, mais que vous appreniez à évoluer ensemble et que ce soit harmonieux et compatible. Ça dépend du cas. Le signe suivant, on en a parlé dans une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps sur la chaîne, c'est la déception, donc je vais pas trop m'attarder dessus, je fais juste un petit topo. Si l'autre est déçu sans vous connaître, dès le début de la relation, s'il a des attentes sans vous connaître, ça c'est le signe. Si l'autre a des attentes sans vous connaître. Pourquoi c'est un signe de relation toxique? Parce que c'est un signe d'immaturité affective et émotionnelle de la part de votre partenaire. Désolé de le dire, mais c'est un fait. Si l'autre s'attend à des choses sans même vous connaître, c'est qu'il est immature affectivement à ce niveau-là. Parce qu'une personne mature, elle va pas directement projeter ses attentes sur l'autre et attendre qu'un inconnu corresponde à ce qu'elle a imaginé parce que elle l'a imaginé et que ça doit être ainsi. Non. Une personne qui est dans une démarche plus mature va peut-être avoir des exigences de ce qu'elle veut pour son couple, ce qui est très bien, et je vous encourage à les garder, vos exigences, mais cette personne, elle va amener l'autre dans un processus d'évaluation. Donc ça veut pas dire qu'elle va le tester de manière malsaine et manipulatrice, non, pas du tout. C'est juste que, quand on est en couple, on se demande, bon bah, je connais pas encore bien l'autre, pour l'instant, on va voir si l'autre me correspond, avant de choisir si je me lie à lui ou pas. C'est logique, vous voyez. Si vous ne deviez manger qu'un seul repas de toute votre vie, et que vous ayez le choix entre 3 repas que vous n'avez jamais goûté, 3 repas, je sais pas moi, d'une culture peut-être indienne, africaine et du Philippines, et vous n'avez jamais goûté à ces repas-là. Vous savez pas du tout ce que ça goûte, comme diraient les Québécois. Si je vous dis, vous devez choisir un de ces 3 repas, et vous mangerez ce repas toute votre vie. Vous allez faire quoi? Vous allez goûter les 3, logiquement, pour savoir lequel est le meilleur. C'est pareil pour le couple. Avant de savoir si vous voulez manger d'un repas toute votre vie, ben goûtez-le avant de vous décider. Ne vous dites pas juste « Oh, il est joli ce repas, il sent bon, je vais le choisir ». Non, et goûtez-le sous tous ses aspects. Voilà, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous voyez? Ah bon, les amis, revenons-en à nos auberges. Revenons-en au point numéro 4. Le point numéro 4, c'est quand il y a des problèmes plus l'omerta. Qu'est-ce que c'est l'omerta? C'est un terme qui désigne dans la mafia italienne la loi du silence. Il y a des problèmes dans votre couple qui sont importants quand même. Par exemple, l'autre est souvent incohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait.
l'autre vous rabaisse, l'autre drague d'autres personnes, ou ce genre de bail là. Il y a ce genre de problème, et vous, les amis, quand vous en parlez à votre conjoint, il s'énerve, ou il s'étonne, ou il refuse d'en parler. Il a vraiment une réaction de rejet pour aborder ce sujet, mais pourtant ce sujet, il vous l'inflige par son comportement tout le temps. Le problème, c'est quand il y a une sorte de loi du silence implicite qui est posée sur ses comportements, comme s'il avait le droit de faire de la merde, mais on n'a pas le droit de parler de sa merde et de lui mettre la tête dedans. Ça va pas du tout. C'est une relation toxique de ouf. Déjà parce qu'il y a des problèmes, et encore, parce qu'il y a l'omerta. On peut pas parler des choses pour les régler. Ça va pas du tout. Grotani, ce lapin c'est trop, balance-le dans le lac. Sur ce les amis, on passe au point numéro 5. Abonnez-vous à cette chaîne si c'est pas déjà fait, si vous souhaitez être notifié de mes prochaines vidéos. Bon, c'est quand l'autre interprète tout le temps ce que vous dites. Vous ne pouvez plus parler sans que l'autre interprète à sa sauce ce que vous dites. Pourtant c'est pas du tout ce que vous avez dit. Par exemple, si vous dites « je n'ai pas envie de faire ça », l'autre interprète ce que vous avez dit en « tu as peur de ça, mais tu peux dépasser ta peur ». Vous l'avez pas dit que vous avez peur, vous l'avez dit que vous n'avez pas envie. Il y a d'autres raisons de ne pas avoir envie que d'avoir peur, mais l'autre a déformé ce que vous avez dit, il a fait une projection, il a projeté que vous avez peur, mais peut-être que vous n'avez aucune peur. Comme moi quand je dis « j'ai pas envie d'être en couple », il y a des personnes qui me disent « oui, mais tu as peur et tu peux dépasser ta peur ». Bah non, je n'ai pas peur, je n'ai aucune peur, c'est quelque chose qui ne m'effraie aucunement. J'ai juste une absence d'envie. Pareil pour le fait d'avoir des enfants. Si j'ai pas envie d'avoir des enfants, c'est pas parce que j'ai peur d'échouer, ou c'est pas parce que j'ai peur de pas être un bon père. Je n'ai pas peur du tout de ça. J'ai juste aucunement envie d'en avoir, tout simplement. Et comme un mème du Capitaine Krabs que j'avais vu passer sur Facebook, c'était mes amis me disent « y a quoi de plus beau que d'avoir des enfants ?» Et je leur réponds « du silence et du pognon !» Bon les amis, après c'est un choix de vie, chacun ses choix. Mais c'est important que votre partenaire de couple n'interprète pas vos émotions, n'interprète pas vos intentions, vos paroles, parce que sinon, vous allez vous retrouver à dire des trucs, votre conjoint ou conjointe les déforme, et vous passez un temps fou à rectifier en disant « mais non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça », et c'est chiant, l'autre ne vous écoute pas, il n'y a pas de communication entre les deux, il y en a juste un qui parle, et l'autre qui déforme tout ce que l'autre dit, et le reformule à sa manière, qui a rien à voir avec l'intention de départ. Quelqu'un qui fait tout le temps ça, pour moi, c'est chiant, hein, banni. Hein. Et c'est pareil pour quelqu'un qui va interpréter vos intentions. Quand vous faites quelque chose, l'autre croit tout le temps que vous l'avez fait dans une mauvaise intention. Bah tant pis, hein. Moi les gens comme ça, j'ai pas de temps pour ça dans ma vie. Hein. Si je fais à chaque fois quelque chose et que l'autre m'interprète des mauvaises intentions, t'as fait ça, mais en réalité tu voulais faire ça, ouais, c'est bon, ciao, basta, hein, banni. Bon, on passe au point numéro 6. L'autre emploie des techniques de détournement de conversation. C'est pas forcément de la malveillance, ça, c'est peut-être juste des blocages et il a peur de s'exprimer, mais ça craint quand même pour la relation, vous allez voir. Vous abordez un sujet important, vous demandez à l'autre de faire peut-être un changement, ou vous parlez de quelque chose qui est vraiment important dans la relation, et l'autre, il va détourner la conversation. Vous n'arrivez pas à parler de ça avec lui parce qu'il détourne. Je vais vous donner des exemples. Le premier exemple, c'est se remettre en question à côté de la plaque. Ça veut dire que la personne se remet en question, mais pas pour la bonne raison. Donc, votre discussion n'a servi strictement à rien. Par exemple, j'avais un ex-ami qui maintenant est banni pour plein de raisons, et une fois il avait mal parlé à mon ex-compagne, parce qu'elle avait pas écouté ou pas compris les règles d'un jeu de société. Et j'ai été d'accord avec elle que c'était pas une bonne façon de faire, je lui avais parlé de manière froide et sèche, sur un ton énervé, juste pour ça, enfin, on est dans une soirée, on est censé passer un bon moment. Je suis allé lui parler en privé et je lui ai dit que j'étais pas d'accord avec la manière dont il avait parlé, et il s'est remis en question à côté de la plaque. Au lieu de se remettre en question sur sa manière de s'énerver contre elle, il a complètement occulté ce que je lui ai dit, et il s'est remis en question en disant « la prochaine fois j'expliquerai mieux les règles, comme ça, et c'est sûr qu'elle comprendra et j'aurai pas à m'énerver ». Ça s'appelle une remise en question à côté de la plaque. Ou bien, une autre technique de détournement de conversation, c'est quand l'autre vous accuse de l'accuser. Donc vous allez lui parler tout gentiment pour lui dire « quand tu fais ça, je me sens mal à l'aise, est-ce possible d'arrêter ?» Et l'autre va vous accuser de lui faire des reproches, ou va vous accuser de vous plaindre, ou va vous accuser de l'accuser, et il va jouer la victime. Justement, s'il fait la victime en disant « oui, mais tu sais pas ce que j'endure, moi », et encore une fois, c'est à côté de la plaque. Si vous parlez gentiment sur une communication non violente à l'autre pour qu'il y ait un changement, ça sert à rien que l'autre zapitoie sur son sort. Vous êtes pas en train de le sanctionner, c'est hors propos. Là, on va surtout essayer de faire un changement pour l'avenir. Et si l'autre vous dit « oui, mais si je fais ça, c'est parce que, et j'ai raison de le faire », non, il y a pas de « j'ai raison de le faire ». S'il a une attitude déplacée, peu importe les raisons dans son enfance qui ont fait que... Non. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? Moi je dirais, si c'est quelque chose de récurrent, peut-être on prend ses distances avec la personne, hein. Et mon conseil, c'est oser parler des problèmes, pour révéler ça. Surtout si vous êtes en début de relation, vous êtes encore en période d'évaluation, n'oubliez pas. Donc,
Osez parler des choses qui vont pas, comme ça vous allez voir si l'autre a une attitude saine et encourageante ou une attitude toxique et décourageante. Bon, on va parler du dernier point. Je vous ai dit que c'était un point particulier, le dernier. Le dernier, c'est la triangulation. C'est un point qui est difficile parce que souvent, c'est pas le signe que l'autre est une mauvaise personne. Ça peut être juste quelqu'un qui est sous emprise de son ex, et que votre conjoint, il est pas méchant, mais il arrive juste pas à se dépêtrer de l'emprise de son ex, vous voyez? Donc on va pas dire que c'est une personne toxique ou quoi que ce soit, c'est juste une personne qui est pas assez mature pour se libérer de l'emprise de son ex, mais ça crée une relation toxique. La triangulation, il peut y en avoir deux formes, soit votre conjointe est encore sous emprise de son ex manipulateur et qui arrive pas à s'en dépêtrer, ça va pas ça crée des relations vraiment pas saines, ou bien votre conjointe qui vous met en compétition avec une autre personne, et ça pue. Donc moi, si vous avez un conjoint qui vous met en compétition avec une autre personne, je vous encourage à virer votre conjoint ou votre conjointe, parce que ça sert à rien d'avoir du stress pour ça, voilà. Si je me retrouve dans cette situation en compétition avec quelqu'un d'autre, je vais voir l'autre, je vais voir mon rival, et je lui dis écoute, je te la laisse, félicitations, tu as gagné un beau cadeau empoisonné. Voilà, tu as gagné une personne qui te met en compétition avec quelqu'un d'autre, et félicitations, bonne chance, voici, je lui donnerai mon livre. Voici mon livre sur les pervers narcissiques, tu peux le lire, je te le donne en cadeau, j'espère qu'il t'aidera à faire face à cette personne, félicitations, bonne chance. Voilà les amis. Bon, en vrai, ça risquera pas de m'arriver ce genre de bail, mais si ça m'arrive, je pense que je réagirai comme ça. Et en parlant de livres sur les relations toxiques, vous savez, j'ai un prochain livre sur les relations toxiques qui va bientôt sortir. Et peut-être que ce sera mon dernier livre avant un moment sur le sujet des relations toxiques, parce que j'en ai assez parlé, j'ai assez écrit dessus. Hein. Vous savez, vous le savez les amis, hein, en ce moment je suis sur l'écriture d'un roman. Mais j'ai un livre sur les relations toxiques que j'ai écrit il y a de cela quelques petits mois, et qui est un processus d'édition depuis le temps, ce qui est normal, hein, ça prend quelques mois, un processus d'édition, chez mon éditeur, Pictos Améthyste Édition, qui ont aussi édité ce livre-là. Et du coup, j'ai un livre sur les relations toxiques qui va être très très bien et très puissant, et qui va récapituler tout ce que je sais sur le sujet, et qui va trop vous aider. Et ce livre, il sort en mars. J'ai hâte de vous le partager. Je vous ferai une vidéo pour vous en parler, hein, donc voilà, vous en faites pas. Sur ce, les amis, passons à la partie conclusion. Donc la première chose, c'est que je vais résumer mes conseils. Premièrement, si dès le début, il y a des conflits qui sont récurrents. Deuxièmement, vous faites des compromis par rapport à des choses sur lesquelles vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Troisièmement, l'autre a des attentes sans vous connaître, ou vous avez des attentes sans connaître l'autre. Quatrièmement, il y a des problèmes, plus la loi du silence, l'omerta, tu vois. Gantoni, balance ce lapin dans le lac, il en savait trop. Bon, cinquièmement, l'autre interprète ce que vous dites et n'écoute pas ce que vous dites. Sixièmement, il emploie des techniques de détournement de la conversation. Et septièmement, il vous fait entrer dans une relation triangulaire. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a bien plu. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour y voir plus clair, pour vous en sortir, il y a le lien dans la description pour réserver un rendez-vous avec moi, et j'ai des disponibilités sous quelques petits jours. Ça va très vite, vous êtes le ou la bienvenue. C'était tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!